Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Habitat TV, votre média dédié à tout ce qui touche votre habitat. Nous sommes installés ici au cœur de la cité de l'habitat pour un nouveau numéro de notre émission On parle habitat, le rendez-vous incontournable à travers lequel nos experts partageront avec vous toutes leurs idées, déco, tendances, innovations, mais aussi leurs trucs et astuces, puisqu'ici on parle habitat et on aime le terrain. Alors c'est une nouvelle émission qui sent bon les fêtes de fin d'année. Et oui, On parle habitat se met aux couleurs de cette période si particulière. Une émission pleine de surprises. Il est temps d'ailleurs de vous faire découvrir les invités de cette émission spéciale Noël. À ma droite, notre première invitée, Fatima Kibouch. Vous êtes fondatrice d'Hammam et Rituel. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Arthur Dubois, fondateur et gérant d'Hydroarea. Bonjour Arthur. Bonjour Émilie. Et à ma gauche, Claude Schneider, notre expert cheminée. Bonjour Claude, vous êtes président de Ligne Ambiance. Bonjour à tous. Il est temps à présent de vous faire découvrir notre sommaire. Alors on parle tendance, un spécial cheminée. Et oui, en fin d'année, il fait souvent très froid. Du coup, on va parler chaleur. On parlera aussi cocooning et bien-être dans un second temps. Et puis, je vous l'ai dit, Habitat TV et notre émission On parle habitat, c'est aussi du terrain. On parlera d'un projet spécial cheminée, mais aussi d'un tuto. Et oui, on va découvrir comment décorer sa cheminée au mieux pour accueillir le Père Noël. C'est très important. Et une surprise, je vous l'ai dit, puisque l'émission de fin d'année est propice aux surprises, nous irons en cuisine avec un chef pour une recette spéciale Noël. Et il est temps à présent de parler cheminée puisque c'est la thématique de notre émission. Alors à ma gauche, je vous l'ai dit, nous avons notre expert Claude Schneider, président de Ligne Ambiance. Alors ma première question, c'est de savoir, est-ce que la cheminée est toujours à la mode ? La cheminée est moins à la mode que les poêles, puisque les gens veulent s'équiper d'une façon plus rapide. Une cheminée demande une mise en œuvre plus importante et donc les gens actuellement cherchent quelque chose de plus rapide à installer. Alors, je vais en profiter de vous avoir à mes côtés, Fatima et Arthur. Est-ce que vous êtes plutôt cheminée ou poêle, Fatima ? Alors, moi j'ai eu une maison, et c'est vrai que j'avais une cheminée, mais c'est sale. La cheminée, non. Arthur, c'est ça une cheminée ? Non, pas forcément. Moi, je suis plutôt quelqu'un de la rénovation plutôt que de la construction. J'ai beaucoup d'affection pour les vieilles pierres, donc forcément, mon cœur ira toujours à la cheminée, plus qu'au poêle. Après, c'est sûr que le poêle a aussi des qualités et des avantages forcément qui jouent en sa faveur. Donc un partout, un poêle, un cheminée. Claude, qu'est-ce qui pousse, on va rester juste sur la thématique cheminée, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des personnes à opter quand même pour cette solution cheminée qui effectivement peut paraître sale, pas forcément pratique, pas rapide ? La cheminée, ça va être plus des gens qui ont des habitations plus grandes. Aujourd'hui, on construit plutôt du 90, 100, 110 mètres carrés et donc les gens veulent quelque chose de plus petit qu'une cheminée. Voilà, quelque chose qui chauffe plus rapidement puisqu'on a besoin de moins d'énergie dans les maisons aujourd'hui, alors qu'une cheminée souvent c'est des gros volumes de calories et donc on n'a plus besoin de ce genre de choses. Donc effectivement dans certaines anciennes maisons, là les gens veulent se faire plus plaisir et mettre plus une cheminée effectivement. Et alors vous êtes spécialiste de la chaleur. Oui. Quel est le rapport entre les chantiers qui demandent l'installation d'une cheminée et celles qui demandent un poêle ? Aujourd'hui, on va dire, il y a 3% de cheminées pour 97% de poêles. Et les cheminées, elles sont plutôt vintage ou il y a quand même des innovations du côté des cheminées ? Alors, comme disait Arthur, par rapport à la pierre, effectivement, mais aujourd'hui, les gens veulent plutôt des choses très contemporaines en cheminée. Et très souvent, les gens qui ne veulent pas de cheminée bois, mais veulent quand même une cheminée, vont se tourner vers une cheminée gaz. Et là, il n'y a pas du tout, pour répondre à Fatima, de saleté, puisqu'il y a très peu de combustion, il n'y a pas de noircissure, de choses comme ça qui peuvent se faire, quoi. Mais du coup, la cheminée gaz, c'est quoi ? Comment elle fonctionne ? Il n'y a pas de bois ? Il y a des fausses bûches en céramique à l'intérieur du foyer, et il y a une arrivée de gaz, donc il y a la flamme. Par contre, l'avantage, voilà, vous appuyez sur un bouton et la flamme se fait, vous n'avez pas besoin de faire de petits bois. Est-ce que du coup, on arrivera à convaincre Arthur d'opter pour un poêle ? Quels sont les avantages d'un poêle ? Tout dépend si effectivement il cherche plus le plaisir et un habillage ou quelque chose de plus efficace. Puisqu'avec un poêle, on aura un rendement plus élevé. On parle beaucoup de particules fines dans la nature aujourd'hui. Sur un poêle à bois au jour d'aujourd'hui, sur 1 kg de bois, on va avoir 0,3 g de particules fines. Dans une cheminée, on va plutôt avoir l'ordre de 20 à 30 g de particules fines dans la nature, quoi. Donc, si on parle d'écologie en même temps, voilà, on se dirigera plus sur un poêle.
Donc du coup, c'est la mort de la cheminée quelque part. C'est un peu la mort de la cheminée. Au moins la cheminée à feu ouvert, Oui. où là on est totalement obsolète aujourd'hui, et le foyer fermé de moins en moins. Et je vais... La différence, par exemple, pour un poêle à pellet et à bois. Alors, la différence, le poêle à bois va être plus destiné à quelqu'un qui veut faire aujourd'hui, par rapport au coût des énergies, on va dire entre 30 et 40% de son chauffage, il va plus mettre un poêle à bois qui va utiliser juste avec une flambée le soir, alors qu'une personne qui va mettre un poêle à granulés, c'est plus pour se substituer au chauffage existant et représenter pratiquement entre 70 et 80% de son chauffage existant. Et justement, est-ce qu'on peut mixer, avoir toujours ce radiateur pour la chaleur constante avec un poêle? Comment est-ce qu'on comment ça se passe aujourd'hui dans vos projets? Parce que sur tous les radiateurs, on a des robinets thermostatiques. Donc à partir du moment où le poêle à bois ou le poêle à granulés envoie cette chaleur, le radiateur ne s'enclenchera pas. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que quand on utilise un poêle à bois ou un poêle à granulés, le prix du kilowatt revient à 3 centimes. Pour du gaz, on est à 9 centimes, pour du fuel à 11 centimes et pour l'électrique à 16. Donc on sait qu'en mettant un poêle, on va faire 2 à 3 fois des économies sur sa facture d'énergie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est des aides? Est-ce qu'on peut avoir des aides si on a un projet pour installer un poêle? Tout à fait. Donc l'État a mis l'année dernière dans la transition énergétique 2 milliards d'euros qu'ils ont reconduit sur 2022 avec 2 milliards d'euros aussi. Selon votre revenu, vous pouvez avoir... de 0 à 3 000 euros d'aide pour ce genre d'équipement. Et aujourd'hui, que recherchent vos clients, les gens qui s'adressent à vous? Des économies. Des économies. Des économies parce que aujourd'hui, quelqu'un qui avait par exemple 1 000 euros de facture de gaz l'année dernière a aujourd'hui 1 570 euros de facture sans avoir chauffé plus à cause de 57% d'augmentation du tarif du gaz. Donc automatiquement, les gens cherchent à faire des économies et avoir un point chaud dans la maison. Parce qu'à partir du moment où on met un poêle, en règle générale, on est au centre de la maison, et le fait d'avoir un point chaud amène un cocooning et effectivement, ne plus avoir de plaid sur le canapé, d'être à l'aise chez soi. Alors, comment vous chauffez? Encore une question par rapport, quand on est locataire, est-ce que c'est intéressant d'installer un poêle ou pas? Est-ce qu'on peut récupérer le poêle? Alors un poêle, oui, une cheminée pas du tout, puisque la cheminée fait plus partie du bâti de la maison et le poêle fait plus partie du mobilier. Donc effectivement, à partir du moment où il y a un conduit de fumée, vous prenez votre poêle et le jour où vous déménagez, vous reprenez votre poêle avec et vous l'emmenez avec vous, quoi. Donc pas de problème. Et alors, on a parlé de ce souci d'économie, mais est-ce qu'il y a aussi un souci esthétique encore? Oui, sur plus du remplacement. Par exemple, un client qui a acheté un poêle à granulés, les poêles à granulés ont maintenant 12-13 ans, un client qui a acheté un poêle à granulés il y a 12-13 ans va aujourd'hui peut-être le changer pour deux raisons. Pour la raison esthétique, parce que ça ressemblait quand même souvent à une chaudière à l'époque, et comme on est au milieu du salon, voilà, et le bruit, parce qu'un poêle à granulés, les anciens faisaient beaucoup de bruit par rapport à aujourd'hui où ils sont relativement et voire totalement silencieux. Oui, mais après, est-ce que la chaleur du granulé est équivalente à celle du bois? Enfin, il y a quand même ce côté un peu... ce qu'on a en tête, quoi, la chaleur du bois, c'est équivalent. le cocooning. La seule chose, quand un client change aujourd'hui un poêle à bois par un poêle à granulé, c'est souvent la remarque qu'on a, on n'a pas assez chaud. Mais souvent, quand on pose la question aux clients, je leur dis combien vous aviez de degrés avec votre poêle à bois. On n'arrivait pas à maîtriser, on avait souvent 25-26. Et à combien vous mettez votre poêle à granulé? À 22. Je mettez-le à 25-26, vous aurez la même chose, quoi. Mais là, les gens régulent leur combustion pour avoir un coût qui est inférieur, quoi. Fatima, Arthur, vous avez plutôt granulé ou bois après avoir écouté Claude? Moi, personnellement, je serais plus bois parce que je suis encore une fois attaché à cette cheminée, à ce feu, à ce foyer qu'on entretient, etc. Et c'est peut-être un peu une Madeleine de Proust quelque part, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Après, c'est vrai que pour le côté pratique, j'entends tout à fait les avantages du granulé et du pellet. Et si je devais, par exemple, équiper une maison d'hôte ou quelque chose comme ça, je pense que j'irais plus facilement, effectivement, vers un poêle à granulé. Après, pour réconcilier Fatima et Arthur... c'est possible. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des cheminées ou des poêles mixtes, bois et granulés. Génial. Voilà. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de petits bois ou quoi que ce soit. Vous allumez avec votre portable ou avec votre télécommande au granulé. Quand vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte, vous mettez du bois dedans, et du coup, le granulé enflamme le bois, et voilà. Et quand ça s'arrête, le granulé reprend le relais. Donc, on peut le faire en poêle ou en cheminée, donc je peux réconcilier les deux. Génial. Je crois que Fatima est séduite. On y arriver. On va aller faire un tour chez Lignant Blanc. Voilà. C'est ça. Et Claude, j'ai une dernière question. À quoi ressemble cette source de chaleur? À quoi ressemblerait celle de demain? Est-ce qu'il y a des innovations dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a des... Alors justement, le mixte,
Ouais, le mix. Beaucoup de fabricants travaillent sur le mix, puisque on a pas mal de clients, souvent les amplitudes horaires sont importantes et donc le bois est un peu plus compliqué. Ils veulent une certaine indépendance qu'ils peuvent avoir avec le granulé quand ils rentrent chez eux, mettre du bois. Donc beaucoup de fabricants travaillent sur ce projet-là. Et ce qui va venir dans les années à venir, c'est que ce mixte-là sera également couplé à votre chaudière, puisqu'on produira de l'eau chaude également par ce biais-là. Donc, vos radiateurs, votre chauffage au sol seront alimentés par le poêle et l'eau chaude que produira le poêle. Merci beaucoup Claude. On va vous retrouver sur le terrain. En fait, justement, on va aller visiter un de ces chantiers. Fatima, Arthur, je vous retrouve tout à l'heure pour notre partie cocooning et bien-être. On reste dans le show. Allez, on file sur le terrain pour notre rubrique On parle projet. C'est parti. Responsable poseur chez Ligne Ambiance, Jérémy Léna et son collaborateur travaillent sur la pose d'une cheminée. S'il leur arrive de travailler dans des logements habités, cette fois c'est au cœur d'une construction neuve qu'ils réalisent cette installation. Une opération qui demande 3 jours de travail à 2. Les étapes, déjà, on va faire la prise d'air pour l'oxygène pour le feu. Ensuite, nous allons implanter notre appareil, le régler de niveau et commencer toute la partie isolation pour l'intérieur de l'âtre. Et ensuite, nous allons faire le raccordement et après, nous allons faire tout l'habillage extérieur. Et à la fin, mettre toutes les grilles et faire la finition dessus. L'installation d'une cheminée est plus longue que celle d'un poêle à bois, une pose qui demande un savoir-faire bien différent aussi. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir beaucoup de découpes au niveau de l'habillage, donc du promat et de la laine de roche. Un poêle à bois, c'est plus un kit, une cheminée, c'est une création. Si l'installation de cheminée reste minoritaire, les équipes Ligne Ambiance installent autant de poêles à bois que de poêles à peler. Le pelé gagne le cœur des actifs qui partent tôt le matin pour entrer tard le soir avec la possibilité de le programmer, mais aussi celui des personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus faire de bois. Le bois, quant à lui, n'est pourtant pas en reste. Il y aura toujours quelqu'un pour craquer pour de jolis flambés. Eh bien, nous vous l'avions promis, place désormais à la recette de notre émission spéciale Noël. Alors oui, nous sommes toujours ici au cœur de la cité de l'Habitat à Lutterbach, mais vous le voyez, nous changeons de décor. Nous sommes au cœur d'une cuisine mise à disposition par Cuisinella, une superbe cuisine. Et à mes côtés, notre chef Thomas Heblin. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme recette de Noël ? Alors, je vous propose une noix de Saint-Jacques poêlée aux saveurs de Noël. Et alors, pour ces noix de Saint-Jacques poêlées aux saveurs de Noël, quelles sont les étapes qu'on va réaliser ? Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de confectionner une confiture de beurre avec un vin chaud, un jus d'orange réduit, un siphon au topinambour et cannelle, ainsi que des sommités de chou-fleur. Et pour finir, on poêlera nos noix de Saint-Jacques. Voilà, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un sirop de Beraveca ? Alors, pour faire la confiture de Beraveca, avant tout, il faut démarrer un sirop temps pour temps. Donc, on part sur un sirop, c'est de l'eau et du sucre. Et le temps pour temps, c'est autant de sucre que d'eau. Voilà, tout à fait. Puis, on va avoir besoin de fruits séchés. Donc, moi, je suis parti sur de l'abricot séché, du pruneau d'Agen séché, du raisin de Corinthe et de la figue. Ainsi que les zestes d'une clémentine et d'un citron jaune. Nous allons avoir besoin aussi d'un bâton de cannelle, de deux pièces d'anis étoilé et de gingembre râpé. Voilà. Ensuite, pour notre jus d'orange réduit, il suffit tout simplement de mettre le jus d'orange dans une casserole et on le laisse réduire gentiment à feu doux, jusqu'à une consistance siropeuse. Ensuite, notre vin chaud. Notre vin chaud. Donc pour le vin chaud, moi je suis parti sur la recette traditionnelle du vin chaud. Donc un demi-litre de vin rouge, dans lequel j'ai incorporé un bâton de cannelle, 2 pièces d'anis étoilé, 10 clous de girofle à peu près, ainsi que 2 rondelles de clémentine, 2 rondelles de citron jaune. Parfait. Après, on aura encore besoin de chou-fleur. Voilà. Donc pour les sommités de chou-fleur, on va partir sur un chou-fleur de couleur. J'ai choisi le chou-fleur jaune et le chou-fleur violet. Et pour apporter une couleur verte, j'ai choisi le chou romanesco.
Parfait. Et notre siphon de topinambour? On va tailler nos topinambours. On va les faire cuire dans le lait avec un bâton de cannelle. On les laisse cuire gentiment. Puis après, on va mixer les topinambours en pensant à enlever le bâton de cannelle. Voilà, très important, on ne va pas le mixer avec. Puis après, on va y incorporer notre matière grasse. Donc du coup, de la crème liquide chauffée avec du beurre qu'on va foisonner avec nos topinambours jusqu'à une consistance veloutée pour pouvoir y incorporer de la matière grasse et faire en sorte que notre cartouche de CO2 dans notre siphon crée cette réaction chimique avec la matière grasse. Et dernière étape, c'est les noix de Saint-Jacques poêlées. Voilà. C'est quoi le secret du chef Alors les Saint-Jacques poêlés, premièrement comme tout produit, il faut être attentif à l'assaisonnement. Et puis après, il faut partir sur une poêle chaude, une poêle fumante, pour que le marquage sur la noix de Saint-Jacques se fait immédiatement. Okay. Sinon, après, le problème qu'il y a, c'est que la Saint-Jacques, elle va cracher son eau et au lieu de saisir, elle va bouillir. D'accord. Et c'est pas bon. Ouais. Donc du coup, poêle bien chaude, on les met dedans et on fait une belle coloration sur le côté sur lequel on a assaisonné. Puis ensuite, quand on a cette belle coloration, on les retourne, on y ajoute une noix de beurre, voilà, on les arrose et on les sort tout de suite. Et du coup, il est temps à présent de dresser nos assiettes. Voilà, on va passer au dressage. Voilà. Alors j'avais juste envie de rappeler votre âge, vous avez quand même que 22 ans, un parcours déjà merveilleux dans le monde de la restauration, dans de grandes maisons étoilées, qui plus est. Et là, vous vous lancez dans votre propre aventure gastronomique, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Puisque vous allez ouvrir votre propre restaurant à Ribeauvillé, qui s'appelle le Camissar. Voilà. Alors déjà, juste revenir sur le pourquoi ouvrir un restaurant est aussi jeune. Les choses n'arrivent rarement par hasard. Sauf sur ce coup-là, où en fait, je suis tombé sur un restaurant à vendre à Ribeauvillé. J'en ai discuté avec mon papa et il m'a dit, écoute Thomas, vas-y, lance-toi. Si tu en as envie, lance-toi. Et puis, j'ai toujours voulu avoir mon restaurant. Saint-Jacques poêlé, aux saveurs de Noël. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est d'enlever le tablier et d'aller goûter tout ça. Bien sûr. Ça a l'air dingue. Bien sûr. Et juste pour rappel, quand est-ce qu'on pourra pousser les portes du Camissar, votre restaurant à Ribeauvillé, pour venir déguster l'un de vos plats? Alors, le Camissar à Ribeauvillé ouvrira au printemps 2022, début mars, si tout se passe bien. Début mars 2022, voilà. Je mets la date dans mon agenda. Je vous attendrai avec grand plaisir. Je vous retrouve devant une cheminée et oui, notre tuto de cette émission, c'est comment bien décorer sa cheminée pour le Père Noël. C'est parti. On s'est bien régalé avec la recette de notre chef, les noix de Saint-Jacques aux saveurs de Noël. Eh bien, il est temps à présent de penser déco. C'est parti pour notre tuto, comment bien décorer sa cheminée pour accueillir au mieux le Père Noël. Je suis ici au cœur de Ligne Ambiance, à la Cité de l'Habitat, toujours à Lutterbach. À mes côtés, Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Émilie. Vous êtes mon assistante du jour pour décorer notre belle cheminée que vous nous avez trouvée. Et oui, et pour se mettre dans l'ambiance, il faut absolument enfiler notre bonnet de Mère Noël, parce que se mettre dans l'ambiance, c'est important pour une déco efficace. Voilà. Alors j'ai réuni quelques petits objets qui me semblaient vraiment, ça me semblait primordial de les avoir sur notre cheminée. Des guirlandes de couleurs, bien entendu. Je vous donne le rouge, je crois que c'est votre couleur préférée. Exactement, comme la cheminée. C'est aussi de l'argenté. Pour agrémenter notre cheminée et nos jolies guirlandes, un petit Père Noël scandinave. Celui-là, il m'a bien plu, je me suis dit, avec la barbe et tout. En plus, il s'allume. Un peu de chaleur. Avec la bougie. Voilà. Et j'ai failli oublier l'élément essentiel. Est-ce que vous avez été sage, Mélissa? Très sage. Ça tombe bien, j'ai pour vous une chaussette. Merci. Ça, le Père Noël, il pourra nous la remplir. Alors, j'espère qu'il y aura des mandarines, c'est les classiques. Oui, mais du chocolat aussi. Ah oui, j'espère. Franchement, en tout cas, on a été super sages, donc il n'y a pas de raison. Il faut que notre Père Noël prenne des forces parce que la tournée est très longue, Mélissa. Donc, j'ai pensé à des petites gourmandises, parce que le Père Noël est gourmand, il va bien être entendu. content. Des cookies. Il faut qu'il se désaltère aussi, parce que la tournée, c'est long. Il faut penser aussi aux autres cheminées. Et enfin, l'outil de travail du Père Noël, tout le monde le sait, ce sont les rennes. Alors, mon préféré, c'est Rudolph. Voilà, les carottes pour Rudolph et ses amis, il partagera, j'en suis certaine. Voilà, tout simplement, quelques guirlandes,
des chaussettes, l'élément essentiel, un peu de déco, de chaleur, de lumière et bien sûr des gourmandises. Voilà. Moi, elle me plaît notre déco, elle est plutôt sympa. Hein. J'adore. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Moi aussi, je vous en souhaite des belles. Merci. Et moi, il est temps de filer en plateau puisqu'on a une dernière partie qui va tourner autour du bien-être. Et oui, c'est très important de profiter de cette fin d'année. C'est le moment ou jamais pour se faire plaisir. On va faire un peu de sport, un peu de pilates, un peu de bien-être du côté du hammam chez Fatima Kibouch. Et on va aussi parler plantes vertes avec Arthur Dubois d'Hydroarea. Allez, on file en plateau. Nous avons avec nous Solange Dijoux qui nous a rejoint. Elle est prof et gérante de Pilates 68. Bonjour Solange. Bonjour Amélie. Alors vous sculptez les corps grâce au Pilates. Mais avant que vous nous donniez votre définition du Pilates, j'ai envie de poser la question à mes autres invités de ce qu'ils pensent du Pilates. Fatima, je commence par vous. Quelle définition vous donneriez au Pilates, vous ? Alors, avant de connaître Solange, moi, Pilates, c'était un peu synonyme de yoga. Arthur, selon vous, le Pilates ? Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai encore un peu du mal à conceptualiser vraiment le Pilates. Effectivement, j'aurais vu comme quelque chose d'assez doux comme le yoga, et pour autant, j'ai cru comprendre que c'était quand même très physique. Et il me semble qu'il y a des histoires avec des ballons. Voilà, okay. Pour faire simple, ce que j'ai compris à peu près du Pilates. Eh bien, je pense que vous êtes comme la plupart des Français, vous n'avez pas trop la définition puisque vous ne pratiquez pas le Pilates, sauf si je me trompe. Non, pas encore. Grave erreur. Eh bien, nous avons notre experte avec nous qui va nous donner déjà la définition du Pilates. Qu'est-ce que c'est le Pilates, Solange ? Alors, le Pilates, c'est une gym douce. Je dirais même que c'est une gym posturale qui existe depuis très longtemps. C'est une gym surtout qui est axée sur les muscles profonds. C'est-à-dire qu'il y a un vrai renforcement des muscles profonds, en l'occurrence de la sangle abdominale, les muscles du dos, mais on travaille également les fessiers, les bras, les cuisses, voilà. Et c'est vrai que Fatima, comme Arthur, ont cette notion de yoga. Quelles sont les différences avec le yoga ? Est-ce qu'on peut l'assimiler ou pas du tout ? Alors, le yoga, c'est une autre discipline. Alors, effectivement, il peut y avoir des similitudes, mais on est quand même sur deux méthodes, on va dire, à part entière. Alors, je ne parlerai pas trop du yoga parce que je ne suis pas formée en yoga, mais voilà, c'est vraiment deux disciplines qui sont à part entière. On peut retrouver quelques similitudes dans les exercices, mais voilà, ça reste deux... C'est différent. Distinctes, voilà. Et pas la même formation, donc vous l'avez dit. Et pas la même formation du tout. Alors restons sur le Pilates. Quels sont les effets du Pilates ? Alors les premiers effets du Pilates, comme je le disais, on travaille sur la sangle abdominale, donc ça affine. On a un ventre plus plat. Donc c'est intéressant pour les dames, mais également pour les messieurs, bien sûr. C'est une gym posturale, donc du coup ça permet également de corriger les postures. C'est une gym également qui permet de s'assouplir, puisqu'on est dans l'étirement. Également la circulation sanguine, enfin voilà, ça a plein de bienfaits sur l'ensemble du corps. Est-ce qu'esthétiquement, ça affine ? On voit vraiment des résultats Alors, Joseph Pilate avait un vieil adage, il disait qu'en 10 séances, on ressent, en 10 séances, on voit, et en 30 séances, on voit vraiment la différence. D'accord. Donc il faut au moins 30 séances pour vraiment ressentir, pour voir les effets. Sur le corps, voilà. Après, c'est une gym, je m'entends, on s'affine. Mais on se renforce surtout. On se renforce surtout de l'intérieur. C'est vrai que donc on est dans notre partie bien-être et cocooning. Donc le Pilates pour se renforcer, être en forme. Et nous avons la spécialiste du hammam pour passer à un moment détente aussi. Le hammam, quels sont les bienfaits ? Qu'est-ce qui peut nous conquérir à venir prendre une séance ? Alors chez nous en fait c'est un espace détente, donc hammam et rituel, où on a hammam, sauna et jacuzzi. Okay. Donc le hammam on l'utilise vraiment pour se laver. C'est vraiment du décrassage où on procède au gommage du corps avec le gommage au savon noir, avec le gant de façon vraiment manuelle pour que les gens voient vraiment les effets. On essaye que les personnes viennent trouver quelque chose d'authentique en utilisant des produits naturels, en étant dans un moment, on va dire, où on partage. Et donc après, on a le côté sauna aussi, qui serait plus sur le côté vraiment détente, parce que là, on est sur du 80-90 degrés, on va dire. Au hammam, on est sur 38-40 degrés. C'est là où on peut aussi faire ses soins.
Parce qu'on peut pas discuter, se frotter et à 100 degrés. On peut pas tout faire, ouais. Non, À 100 non, degrés impossible, non, mais non, dans le hammam, c'est oui. pas possible. Voilà. Vous avez le côté un petit peu plus, on va dire, méditerranéen du hammam où il y a du bruit, de l'animation, il y a des choses qui se passent. Et le côté un petit peu scandinave du sauna où c'est plus silencieux, où on est là vraiment, on se recentre sur soi-même. Arthur, plutôt sauna ou plutôt hammam, du coup, après la définition de Fatima? Personnellement, plutôt hammam. Parce que je préfère la chaleur humide, on va dire. C'est complémentaire. Ouais. On commence d'abord par le hammam pour évacuer, se laver en profondeur et ensuite on finit par le côté détente, 10 minutes, un quart d'heure de sauna. D'accord, donc à tester. Alors moi j'aurais une question spontanément à l'intention de Fatima. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire en couple? Alors chez nous non. Nous on propose pas de séance mixte. Il y a vraiment des créneaux pour les femmes ou pour les hommes. Et Solange, adepte du hammam? Oui, bien sûr. Elle a sa carte de fidélité déjà. Ah, voilà. D'accord, vous connaissez bien alors, super. Et alors, il y a une autre thématique que j'aimerais aborder dans notre rubrique cocooning et bien-être. Avec vous, Arthur, on peut se mettre au vert. Vous êtes gérant d'HydroArea et vous proposez en fait de créer son jardin même en intérieur. Tout à fait, c'est même principalement en intérieur, puisque nous, on est spécialistes de la culture, ce qu'on appelle la culture indoor, la culture intérieure pour les non-anglophones. Et donc, effectivement, notre spécialité, c'est le jardinage en intérieur. Donc, voilà, on propose différentes solutions pour les personnes qui veulent avoir soit une continuité avec le jardinage qu'ils peuvent pratiquer à l'extérieur en saison, soit des personnes qui n'ont pas le luxe, qui n'ont pas le loisir d'avoir un espace ou un jardin en extérieur, et donc d'avoir cet espace, d'intégrer malgré tout cet espace à son habitat. Et qu'est-ce qu'on cultive en intérieur? On peut cultiver grosso modo à peu près tout ce qu'on veut, puisque à partir du moment où on arrive à apporter un climat contrôlé, adapté aux plantes qu'on cultive, et de la lumière en suffisance, on peut cultiver à peu près tout type de plantes en intérieur. Et qu'est-ce qui est tendance aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent chez vous? Ils cultivent quoi? Ils viennent chercher quoi? Alors, nous, on va avoir deux types de clientèle. On va avoir plutôt la clientèle, on va dire, décoration. C'est-à-dire des personnes qui cherchent à embellir leur lieu de vie avec une présence végétale. Ça peut être uniquement dans le but de décorer, mais il y a aussi l'intérêt dépolluant des plantes, déstressant, l'humidification de l'air, etc. Donc il y a aussi tout un intérêt un peu sanitaire autour de ça. Et donc là, ça va plus être une clientèle à destination des murs végétaux qu'on propose et qu'on installe chez nos clients. Et puis sinon, il y a la clientèle, je dirais, qui a un profil peut-être un peu plus fonctionnel, où là, le but est réellement de cultiver des plantes pour la consommation. Et là, on va pouvoir retrouver tout type de plantes. Principalement, ce qui fait le plus de sens, généralement, c'est des plantes avec des cycles de culture assez courts, donc des salades, des plantes aromatiques, mais on peut retrouver des solanacées comme des tomates, des aubergines, des poivrons, des piments, ça marche aussi très bien en intérieur. Et c'est des choses qui sont assez faciles à cultiver et qui ont un intérêt immédiat puisqu'on utilise des aromates toute l'année, on utilise du piment toute l'année, voilà, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir en intérieur. Et est-ce que tout le monde a la main verte ou est-ce que ça peut se vérifier de ne pas avoir la main verte? Ah non, moi je tue tout. Ah voilà, on a notre exemple, super, merci Fatima. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce mythe autour de la fameuse main verte, on en entend beaucoup parler. Il n'y a rien de scientifique, mais je dois dire très clairement qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ont la fibre pour la culture, d'autres qui l'ont moins. Mais globalement, on est là pour ça. Nous, on est là pour aiguiller les gens, pour donner des bons conseils. Et bien souvent, les personnes qui disent comme Fatima, j'ai pas la main verte, je fais tout mourir chez moi, etc. C'est simplement des personnes qui n'ont pas les bons outils, qui n'ont pas les bonnes méthodes pour réussir. Et bien souvent, ça passe par la température, l'arrosage, l'alimentation, l'engraissage. C'est des choses très simples à maîtriser. Et nous, on a tous les produits pour gérer ça et surtout on donne les conseils qui vont avec puisque c'est avant tout du savoir-faire. Parce que c'est vrai que le côté vert, les plantes, c'est aussi, ça apporte du bien-être, ça fait partie, on est beaucoup même, le vert arrive en entreprise aujourd'hui, Bien sûr.
Justement, vous, je pense que vous n'êtes pas lancé par hasard dans la culture en intérieur. Enfin, qu'est-ce que ça apporte Non, il y a une vraie demande croissante autour de ces enjeux-là. Déjà parce qu'on a un pays avec un climat tempéré, donc il fait froid l'hiver, fatalement. On a 6 mois de l'année où on perd un peu le contact avec la nature, le jardin, etc. Donc il y a réellement cette demande. Et puis au-delà de ça, effectivement, les plantes ont déjà des vertus, comme je le disais tout à l'heure, sanitaires, puisque les plantes à l'intérieur vont dépolluer l'air, vont apporter de l'humidité. Donc il y a tout un lot de bienfaits réellement purement sanitaires autour des plantes, mais il y a aussi cet aspect, comme vous l'avez dit, qui est psychologique. C'est important, on a besoin des végétaux, on a besoin des plantes pour garder un contact avec la nature et voilà, être dans un bon état d'esprit. Et je voulais aussi savoir, les stars de l'hiver, c'est qui ? Alors les stars de l'hiver, la grande star de l'hiver en Alsace, c'est le poinsettia, qui est la fleur, l'étoile de Noël comme on l'appelle. Donc effectivement c'est vraiment la grande star de l'hiver. Mais après de plus en plus, depuis pas mal d'années maintenant, l'orchidée est très très présente en hiver. Et puis globalement toutes les plantes un petit peu tropicales qu'on va retrouver dans les jardineries, qu'on va retrouver dans les diverses compositions que proposent les jardineries, les fleuristes, etc. Mais voilà, si on doit en retenir une, je pense, et particulièrement en Alsace, c'est vraiment le poinsettia. Je pense que pas mal de barrières sont tombées au cours de notre rubrique cocooning et bien-être. Donc le Pilates avec Solange, pour se faire du bien, renforcer et être en bonne santé. Un instant de détente avec vous, Fatima, au hammam, mais par contre, hammam femme, hammam homme séparés. Et avant de rentrer à la maison, quoi de mieux que d'aller chercher une petite plante à faire pousser, à faire vivre chez vous, Arthur. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Arthur. C'est la fin de notre émission. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Surtout, profitez de vos proches et de tous ces moments cocooning et bien-être. On vous a donné un petit panel d'idées pour vous détendre et profiter de cette belle fin d'année. On se retrouve très vite dans notre émission On parle habitat. Bonne fête de fin d'année. Salut!